conduit à la librairie Quartier Latin, anciennement Nouvel Âge. En fait, rue Saint-Denis, c'est là que nous avons tenu notre colloque au Commensal, au restaurant, dans une des salles du Commensal, restaurant végétarien, qui a des salles pour les réunions. Ils ont beaucoup de terrasses en étage, c'est assez intéressant. On n'a pas ça à Paris. Voilà la librairie ésotérique de Montréal, la librairie Quartier Latin. Il y a quelqu'un de très capable, je dirais, M. Jean Charbonneau. Et une chose intéressante, c'est que les astrologues peuvent laisser des annonces qui sont très bien présentées. Il faut payer, mais ces annonces sont très bien présentées, un peu comme un parapluie. Il y a des tableaux où c'est vraiment bien présenté. Donc ça, c'est le tableau d'affichage de tout ce qui est ésotérique sur Montréal. Donc ils sont très organisés. Il faut payer quelques dollars pour figurer. J'ai trouvé quelques informations là-dessus. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. C'est très bien fait, ça a été fait spécialement. On classe les documents, il faut qu'ils se présentent de manière longitudinale. Et puis on a... Après qu'à Paris, on fait c'est pareil en fait. Voilà, donc ça c'est la salle, c'est le restaurant Le Commensal, il y en a plusieurs d'ailleurs. Le Commensal de la rue Saint-Denis, végétarienne. Donc nous avons tenu au premier étage. On peut vraiment appeler ça un colloque. Je crois qu'on n'était pas très nombreux, mais il y avait quand même des intervenants de première qualité. Donc c'est quand même un colloque qu'on peut mettre dans la liste de nos colloques. Le colloque du Commensal à Montréal. Quartier Latin, anciennement Nouvel Âge, en compagnie toujours de Axel Harvey. Et dans le rayon, comme c'est une assez belle librairie, comme on peut voir, rue Saint-Denis, à quel numéro? Enfin, c'est... Voilà. Et donc, nous sommes dans le rayon astrologie, donc il y a les fameux Barbeaux, réédition du traité de 1961 quand même, pas d'hier, au seuil. Et puis Georges Lantarès, voilà, donc Jacques Cyr. Il m'a dit que j'ai rencontré Jacques Cyr, justement, il m'a dit qu'il avait publié pas mal de livres récemment. Alain Léo, là c'est moi qui les ai fait publier aussi, tout ça. Voilà. Donc ils ont à la fois les ouvrages en français, en anglais. Est-ce que tu peux quels sont les grands noms de l'astrologie canadienne? S'il fallait, et puis québécois, et gagner aussi bien française qu'anglaise. C'est surtout une histoire d'émigration, hein, parce que probablement le plus grand astrologue qui est sorti du Canada, c'était un dénommé Édouard Gendreau,
G-E-N-D-R-E-A-U, qui est devenu Edward John Drew, J-O-H-N-D-R-O. Ah, d'accord. Il avait un nom français au départ. Longtemps, je me demandais c'est quelle sorte de nom, John Drew. Ça collait à aucune famille linguistique. Et je pense qu'il ne voulait plus rien savoir du Canada une fois sorti. D'accord. J'ai cette impression. Il y a eu le fondateur de American Astrology, je crois. Le nom ne me revient pas. Il était canadien. Je ne veux pas dire de bêtises, oui. Bon, ensuite, alors, oui. Et à part de ça, c'est un trou noir. C'est quand même pas très gentil de dire ça, un trou noir. Mais c'est l'astrologie. Ça veut dire quoi alors? Donc c'est quoi qu'est-ce que c'est pour Axel Harvey que la notion de trou noir? C'est que pas en astronomie, mais en astrologie. Il y a un horizon d'au plus 20 ans, et passé cet horizon-là, c'est une noirceur. Même toi-même, tu ne peux pas reconstituer ces périodes. Je suis dans une meilleure position parce que j'ai la collection d'une dame qui est morte à 101 ans. C'est vrai? Lois Short, qui était on peut dire une groupie de l'astrologie depuis les années 20. Elle est morte au début des années 90 et elle suivait tous les cours, elle s'abonnait à toutes les revues. C'est par elle que, enfin, par sa bibliothèque qu'on a bien voulu me donner, que j'ai par exemple cette revue qui sortait à Moose Jaw, au Saskatchewan, dans les années 30. Oui, j'ai dû la voir en 92, j'ai dû consulter un petit peu tout ça. Des revues qui sortaient de Vancouver dans les années 20. Et alors, qu'est-ce qu'on en apprend? Donc c'est ça. En fin de compte, ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas regarder que les livres, il faut regarder aussi les revues. Oui. C'est souvent, les livres ne sont que le sommet de l'iceberg. Oui. C'est vrai que on oublie trop souvent que la revue, même au Canada, par exemple, l'astrologie canadienne est beaucoup plus dans ses revues que dans les livres qu'elle sort, bien qu'il y a des grands éditeurs canadiens. Il y a le Roseau, il y a Mortagne, l'édition de l'Homme. Adam Muir, par exemple, qui était de Vancouver et qui a écrit... Et puis Internet maintenant. Un livre sur l'astrologie et les médecines botaniques, qui est toujours courant. On réédite le livre avec des couvertures Nouvel Âge pour que ça paraisse neuf, mais je pense que le livre date de fin des années 20 ou 1930. Elle avait une revue à Vancouver dans les années 20, et tout ça s'est disparu. Oui, les revues, c'est Elle est morte en Floride. Je sais que actuellement, si on voulait juger l'astrologie uniquement par les ouvrages qui se paraissent en librairie, ce serait très, très injuste. Ça ne donnerait pas du tout une idée correcte de la vie astrologique, la vitalité de l'astrologie. Alors l'avantage d'Internet par rapport aux revues, c'est que ça ne disparaît pas aussi bien. Parce que quand on a publié sur Internet, ça reste. Alors qu'une revue, ça disparaît. Enfin, disons que c'est plus facile à trouver. Grâce à Google, on peut retrouver les traces de pas mal de choses. Alors qu'une revue, même Astrospiral, par exemple, il faut retrouver la collection. Elle n'a pas été numérisée, donc effectivement, il faut aller dans les bibliothèques pour la retrouver. Alors que si elle était sur Internet, on pourrait la retrouver éventuellement. Le problème de la numérisation. Alors toi-même, puisque finalement on en parlera dimanche, mais toi-même tu te situes comme historien de l'astrologie. Oh, je m'en garde bien. Enfin, c'est ce que dit Denise en tout cas. Elle dit c'est un historien de l'astrologie, c'est quelqu'un qui s'intéresse. Alors quelles sont les périodes En principe, ce qui m'intéresserait, ce serait le 20e siècle, parce que c'est de là qu'on a le plus perdu. Paradoxalement. Très paradoxalement. Oui. Mais c'est parce que le 20e siècle a été comme un roulement très rapide de mode.
de sorte que quand il y a une nouvelle mode, on oublie la oui, c'est ça, oui. Il y a la mode des nœuds lunaires, il y a la mode de la lune noire, il y a la mode des astéroïdes. Des astéroïdes. Alors maintenant, c'est la mode, ce que j'appelle la mode rétroviseur. C'est quoi la mode rétroviseur? C'est de ne jurer que par l'astrologie ancienne. Oui, c'est ça. Robert Rand, c'est ça, c'est ça. Oui. Ce qui est très bien. On remet en circulation des vieux systèmes, des vieilles méthodes, des vieilles techniques. Alors, ça, son bon côté, parce que il y a maintenant une génération de jeunes astrologues qui sont plus érudits, plus lettrés, ça, c'est sûr, que tous les astrologues des 150 oui. dernières années. Tu parles au Canada? En Amérique du Nord. En Amérique du Nord, oui. Mais, mon Dieu, on dirait que pour eux, l'astrologie est comme figée dans l'ambre et rien ne doit bouger. Effectivement, et puis aussi, on ne fait pas jouer le travail de décantation qui fait que, bon, il y a des choses qui sont... C'est une bonne chose de se débarrasser de certaines choses et voir qu'elles réapparaissent à nouveau sous couvert de l'historicité. Effectivement, ça peut avoir des effets pervers. Mais malgré tout, tu peux nous dire quelle est ta philosophie de l'histoire de l'astrologie? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette astrologie? Comment elle est devenue ce qu'elle est devenue? Et je ne sais pas. Pour moi, un historien, c'est quelqu'un qui réfléchit sur la façon dont les choses deviennent ou évoluent. Ouais. Donc, tu peux nous dire quelques lumières, quelques traits comme ça généraux sur ce qui fait que l'astrologie est ce qu'elle est devenue et quelle a été la logique de son histoire? C'est plutôt une inquiétude, parce que j'ai bien peur que l'astrologie moderne continue à être une suite de vagues de mode et qu'il n'y ait jamais rien qui se construise de façon positive. Et qu'est-ce qui te fait pas? Qu'est-ce qui nourrit cette inquiétude? Parce que ça a été comme ça. Enfin, de mon vivant, c'est... Mais justement, toi, tu as fait de l'astrologie depuis combien de temps? Depuis 40 ans, peut-être? Oui. Bon, alors finalement, qu'est-ce qui s'est... Bon, prenons le problème autrement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans? Et puis, est-ce que l'astrologie telle que tu l'as rencontrée au début de ta carrière, est-ce que elle était plus intéressante que celle d'aujourd'hui? Parce que finalement, si tu t'es décidé de faire l'astrologie, c'est peut-être parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes à l'époque. C'était moins intéressant, il faut dire. Alors pourquoi tu t'es lancé dedans si c'était moins intéressant? Parce que moi je peux dire, par exemple, moi je dis l'inverse, moi je dis plutôt que dans les années 60, quand j'ai commencé l'astrologie, il y avait des choses très intéressantes en France qui se faisaient. Et si ça avait été l'astrologie d'aujourd'hui, j'aurais pas continué. C'est pas qu'il n'y a pas eu des choses intéressantes. Il y avait Gauquelin, par exemple, que c'était toute une découverte extraordinaire. Mais en général, la pratique de l'astrologie, quand j'ai commencé à pratiquer en 67, c'était assez routinier. Ah oui, d'accord. C'était l'astrologie simplifiée à oui. Alan Leo. Oui, oui. Ou à la Antares. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui. Alors, très vite est venue la vague psychothérapeutique. Rudyard, tout ça. Rudyard et des gens qui disaient qu'on ne doit pas être astrologue à moins d'avoir au moins un diplôme dans une sorte de relation d'aide. Et ça, tu es d'accord avec ça? Non. Ah bon, d'accord, donc... Mais ça a été la mode. Et là, après ça, il est venu la mode rétroviseur, qui a fait beaucoup de bien. Parce qu'il y avait, dans le mouvement psychologique, il y avait beaucoup de charriage. C'était de la psychologie de... Ça a été évacué, ce mouvement psychologique? Il est beaucoup moins important. Ah bon, il est moins important? Il a été remplacé par ça ou il y a autre chose? C'est actuellement ceux qui ont le haut du pavé, ce sont ceux-là qui sont dominants actuellement. Ce sont ceux-là qui ont traduit des trucs du grec, du latin, etc. Enfin, ils n'ont pas tous traduit, mais les jeunes nord-américains me semble, sont beaucoup plus attirés par le mouvement que j'appelle rétroviseur. Mais il y en a qui apprennent le latin, le grec. Et alors, est-ce que ça a des conséquences sur la pratique de l'astrologie?
Ils réactualisent des techniques prévisionnelles anciennes, oubliées, Oui, alors, caduques. il y en a qui n'emploient que des techniques médiévales, Il y a Zoller aussi. qui vont se chicaner avec ceux qui n'emploient que des techniques hellénistiques. Ah, d'accord. Et ça, tu suis ça sur Internet, sur les revues, sur les livres? Il y a un forum Ah, voilà. très intéressant sur MySpace qui s'appelle Horoscopic Astrology, D'accord. où il y a toutes ces écoles qui s'échangent. C'est pas seulement eux, hein. Moi j'en fais partie, alors Ah, d'accord. j'ai jamais fait partie d'un mouvement, mais on sent chez les jeunes qui veulent être ancrés dans une espèce d'ancienne tradition. Il y a quand même des discussions. C'est-à-dire que non, ce qui est intéressant, je crois, c'est comme les gens qui vont comme Patrice Guinard, par exemple, qui maintenant s'intéresse uniquement à Nostradamus, par exemple, et qui a laissé presque tomber l'astrologie. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir comme ils sentent que l'astrologie c'est quand même un petit peu comme ça dans le vide, ils veulent pouvoir discuter de textes. Ils peuvent pouvoir discuter d'édition, ils peuvent pouvoir discuter de l'histoire des documents. C'est-à-dire qu'il y a moi je me mets très bien à leur place. Moi-même aussi je suis très attiré par l'histoire de l'astrologie, parce qu'effectivement, au lieu d'être simplement à discuter entre astrologues, de leurs pratiques, etc., là ils peuvent discuter de façon érudite. Ce sont des érudits. C'est l'astrologie d'érudition. Mais alors, comment il parle, alors comment tu interviens toi dans ce forum, par exemple, Axel? Tu t'en prends, comment ça se passe entre toi et eux? On va partir sur un sujet très pointu, alors c'est très varié. Et toi, quel genre d'objection, comment tu argumentes par rapport à eux? C'est pas nécessairement que j'argumente, j'ajoute un point de vue, des fois je corrige des détails techniques. En fait, c'est rien d'extraordinaire. Tu sais que par exemple, l'un des cas les plus intéressants, c'est le cas de Manilius, parce que Manilius, qui est antérieur à Ptolémée de quelques décennies, il utilisait la mythologie dans ses livres. C'est-à-dire qu'il reliait des planètes, des dieux comme Junon ou comme Pluton, qui n'existaient pas en tant que planète, il les reliait aux signes zodiacaux. Ouais. Et donc ça me paraît très intéressant, parce que ça montre bien que l'astrologie a pu utiliser les dieux gréco-latins sans forcément passer par le système des attributions des astronomes modernes. De la nomenclature. N'est-ce pas? Parce que je trouve que des planètes comme Pluton, des dieux comme Pluton ou Neptune, ils n'ont pas eu besoin, il n'a pas fallu attendre quand même le 19e siècle pour les connaître. Ils auraient pu, à mon avis, ils étaient déjà entrés dans l'astrologie chez Manilius, par exemple, et apparemment ils ont disparu chez Ptolémée, c'est intéressant. D'ailleurs, si on Manilius était latin, d'ailleurs, entre parenthèses. Les astrologues du 19e siècle qui étaient au courant de Uranus et de Neptune, ils se sont pas précipités sur en France, en tout cas, en France. Sur le dictionnaire mythologique. Ah oui, c'est vrai. Non, ils ont dit que ça correspond à la Révolution française ou à Napoléon. Ils ont cherché des événements ou bien ils ont cherché des influences dans la vie des individus, de leurs clients. C'est vrai, mais malgré tout, Neptune, mais enfin, en tout cas, je crois que le phénomène on avait invité Julienne Sturm il y a quelques années à Paris. Elle nous avait parlé des astéroïdes. C'est devenu de la folie furieuse, les astéroïdes. C'est tout un problème, parce que maintenant, avec les nouvelles techniques astronomiques, je pense qu'on en découvre une centaine par semaine. On tombe dans la voyance, parce que par exemple, il paraît qu'il y avait un astéroïde qui s'appelait Harvard. Oui. Alors un astrologue dit, voilà, si quelqu'un a Harvard dans son thème, c'est qu'il est passé à Harvard. Oui. Des trucs comme ça pousse l'astrologie vers la voyance. Alors, j'avais assisté justement à un colloque avec Julienne et Zip Dobbins, tu connaissais très bien, oui, très bien. Et Zip Dobbins aussi était une tenante de l'astrologie. Même John Hadley était intéressé par les astéroïdes, vous savez.
astéroïdale. Alors, elle disait que si on ne trouve pas un mot exact dans la nomenclature des astéroïdes, on peut prendre un mot qui ressemble au mot. Alors, par exemple, elle donnait, je pense que l'exemple, c'était un astre qu'on a nommé MISA, M-I-S-A. Je ne sais pas, peut-être le nom d'un astronome, qui se prononce en anglais MESA. Alors, si quelqu'un est un avare, miser, on peut lui appliquer cet astéroïde, MESA. Alors, j'ai dit, mais zip, ça ne marche pas en français, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, elle s'est comme choquée, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait en français, mais en anglais, c'est comme ça. Mm-hmm. Oui, mais c'est effectivement, c'est ce qu'on a tout à l'heure dans le conscience, c'est un peu une dérive féminine quelque part, ce genre de fonctionnement. C'est-à-dire que tout peut, il n'y a pas de raison a priori de rejeter quoi que ce soit, du moment qu'il faut voir comment ça marche, il faut voir ce que ça donne. C'est intéressant parce qu'en effet, parmi les astrologues qui s'occupent d'astéroïdes, je pense qu'il y a une très forte majorité de femmes. Oui, parce que ça ne peut intéresser que des gens qui ont un système immunitaire de protection préalable très faible. Très faible. Ah, ben... Mais d'ailleurs, entre parenthèses, je ferai une petite parenthèse, mon cher Axel. Si on part du principe que les clients des astrologues ont un système immunitaire très faible, ça veut dire qu'ils sont peu capables de se protéger par rapport à ce que les astrologues leur disent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont peu capables de trier ou de rejeter. Quelqu'un qui ne peut pas filtrer ou qui ne peut pas sélectionner, il va intégrer, il va accepter tout ce qu'on lui dit. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai une nièce qui s'appelle Karen Harvey, qui vit aux États-Unis. Oui. Et il y a un astre qui s'appelle Karen Harvey, en honneur d'une astronome qui est morte. Et malheureusement, ma nièce a son astéroïde Karen Harvey exactement au milieu du ciel. Alors ça, c'est quand même concluant, ça. Très concluant. Ouais. Oui, mais parce qu'effectivement, il y a toujours des choses de ce genre-là qui se produisent et qui font qu'effectivement... La dernière fois que j'ai vérifié, je pense qu'il y a une moyenne de 37 astéroïdes nommés par degré du zodiaque. Oui. Alors, on peut faire beaucoup avec ça. Des problèmes de probabilité, quand même. Oui. Et puis, la grande question aussi, c'est de savoir si on peut isoler un facteur particulier au sein de l'ensemble des facteurs qu'on utilise en astrologie pour dire ce facteur-là, je suis sûr qu'il a telle et telle signification. Exactement. Même pour Pluton, en disant les gens qui disent « Ah mais Pluton, je l'ai vérifié ». Mais quand on connaît un peu l'astrologie, on sait qu'il y a 36 façons d'arriver à des conclusions. Quand on connaît un peu la statistique. Aussi. Ouais. Mais quand on connaît bien l'astrologie, on voit aussi qu'on peut arriver à dire les mêmes choses par un aspect, par une maison, par une maîtrise. D'ailleurs, les jeunes hellénistes vont reprocher souvent à un astrologue moderne qui peut montrer, bon, dans telle chose, vous voyez, il y a l'influence de Uranus, Neptune, etc. Puis ils disent, mais non, on peut voir par les règles anciennes, on n'a pas besoin d'une nouvelle planète. Et là, ils vont... Mais absolument. D'ailleurs, cette nouvelle cette astrologie contemporaine dont tu parlais, parce que tu disais que tu étais une historienne d'astrologie contemporaine, elle nous met en porte-à-faux par rapport à l'astrologie traditionnelle. Parce que ça veut dire que ces astrologues anciens, ils ne pouvaient pas travailler correctement, puisqu'ils n'avaient pas un certain nombre de facteurs. Oui, mais on dit la même chose des médecins ou des chimistes. Oui, c'est vrai. C'est le cas de toute discipline. Mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une chose pour laquelle tu ne sembles pas être tellement méfiant, si on peut dire, c'est la quantité. Ouais. J'ai l'impression que tu n'es pas très protégé contre l'argument de la quantité. C'est-à-dire effectivement, font qu'il y a un très grand nombre de facteurs, qu'on rajoute d'autres choses. Ça n'est pas pour toi, il n'y a pas un signal d'alarme qui sonne à ce moment-là en disant « Mais attendez, on ajoute tellement de choses, il y a tellement de facteurs qui viennent se combiner qu'on ne peut plus travailler dans ces conditions. » J'ai l'impression que tu... Mais je me méfie bien des astéroïdes. Oui, mais je veux dire que malgré tout, si on regardait ton travail de près, on s'apercevrait quand même qu'il est quand même... Il brasse une matière très riche quand même, quelque part, non ?
Les astéroïdes? Non, non, l'ensemble de ton travail. Même si on lève avec l'azimut et tout. Mais je réduis les orbes. Voilà. Alors, ça élimine beaucoup de facteurs. Oui, mais enfin, là, ça me fait beaucoup marrer parce que finalement, on élimine les orbes. C'est-à-dire ça, c'est la réponse des gens qui sont dans le quantitatif. Ils disent, on est dans le quantitatif, mais on ne garde que les choses les plus frappantes. Donc, c'est une façon de sublimer le quantitatif. C'est-à-dire qu'on va prendre beaucoup de choses, mais en réduisant les orbes, on va finalement ne garder que ce qui se recoupe. Mais oui, mais c'est-à-dire que c'est ce qu'on appellerait le désordre organisé. Mais non, j'élimine rien. Non, mais il y a une sélection qui se fait par... Je les aspects en azimut que par oui, c'est ça. C'est ça. Donc tu penses qu'à partir du moment que tu as ce filtrage qui se fait au niveau de l'exactitude des orbes, tu peux te permettre de recueillir et d'accueillir un très grand nombre de facteurs. Puisque tu as ce facteur, cette méthode ensuite des recoupements. On n'a pas tellement. Et à côté, les astrologues hellénistiques prennent des aspects par signe. Oui, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'aspects. Oui. J'en ai beaucoup moins. Oui. C'est souvent ce qui se passait en France. Beaucoup de stocks de librairies, de bibliothèques viennent des groupes religieux. À la Révolution française, toutes les collections des institutions religieuses ont été basculées dans les bibliothèques municipales et elles ne se sont pas perdues. Et alors donc, je crois qu'à un moment donné, ils avaient leur mot à dire sur la vie intellectuelle et notamment sur l'astrologie, ces gens-là, non? Et comment? Oui, c'était quasiment une théocratie. Et même, toi, tu as dû connaître ça quand même, non? Dans mon enfance, oui. D'ailleurs, mon père, qui était journaliste et romancier, a fait interdire son livre dans le diocèse de Québec. J'ai encore une copie de l'annonce officielle qui disait que sous peine de faute grave, un de ses livres, on ne pourrait pas le lire, le traduire, le posséder ou de communiquer. C'était l'index, il était à l'index. Mais on ne pouvait que le brûler. Parce qu'on ne pouvait pas le posséder ni le donner aux autres. Et qu'est-ce qu'on lui reprochait à ce livre? Pas bon. On disait que ça prônait l'amour libre. C'est en 1934. Mais est-ce que ça avait une influence sur le public, ces genres d'attitudes? Oui, parce que c'était seulement l'archevêque de Québec qui l'a interdit. Alors les gens descendaient à Montréal pour se l'acheter. Ah oui, d'accord. Mais quand même, il y a quelques personnes pieuses qui avaient trouvé l'adresse de mon père à Québec. Même pieuses? Des personnes pieuses, oui, qui jetaient des copies de son livre sur le seuil de sa maison. Ah oui, en déchirant, en les brûlant ou en les barrant? Non, tout simplement en les défonçant. Ah oui, d'accord. Parce que... Mais alors, donc, est-ce que l'astrologie a pu souffrir de ça? Elle a dû, mais je ne sais pas. Alors je voudrais te poser une question. Mais je sais seulement que vers 1970, il y a eu une attaque concertée par l'Église et le département de physique de l'Université de Montréal contre l'astrologie. Et le maire de Montréal s'est joint à eux et a fait arrêter les astrologues. Il a fait passer un règlement municipal disant qu'il était interdit, moyennant argent, de faire des prédictions qui n'étaient pas basées sur une des disciplines enseignées dans une des universités montréalaises. En réalité, il défendait presque le côté scientifique. Il reprochait à l'astrologie de ne pas être assez scientifique, en quelque sorte. C'était une façon de cerner l'astrologie. Alors justement, elle serait peut-être une occasion de parler de ce phénomène que sont les sceptiques du Québec, que tu as dû rencontrer, ou que toi, qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là? Parce qu'on n'a pas ce phénomène de manière aussi forte en France. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de ce que ça veut dire, de ce qu'ils veulent dire? Surtout que moi je vais les rencontrer après-demain. C'est ça, tu vas les rencontrer. Moi, non, mais je préfère quand même les connaître. Enfin, tu dois ça. Ils n'existent pas depuis hier. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on leur reproche ou qu'est-ce qu'ils reprochent aux astrologues? Est-ce que c'est bien qu'ils existent? Je sais pas.
Non. Non, parce que d'après moi, le problème, c'est qu'ils sont pas assez sceptiques. Ah bon? C'est un paradoxe, ça. Oui. Pas Pourquoi ils sont pas vraiment, assez... c'est qu'ils ont une espèce de croyance. Oui, c'est justement, je préfère le connaître un peu avant. Oui. De croyance en tout ce qui est reconnu académiquement comme étant rationnel et prouvé par des méthodes approuvées. Et pour moi, c'est manquer de scepticisme. D'accord. Et encore, oui. Et tu as en mémoire certaines choses qu'ils ont pu dire ou écrire? Il ne me reste pas de détails, je les ai rencontrés une couple de fois. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai assisté à un de leurs banquets, c'était agréable. Ils ne parlaient pas d'astrologie, pas forcément. Parce que, par exemple, samedi soir, ils vont parler de Darwin, justement. Non, mais ils s'en prennent à l'astrologie, à l'homéopathie, à presque tout ce qui n'est pas enseigné officiellement dans les universités. C'est comme ça. Bon, bah écoute, je verrai moi-même de mes propres... C'est ça. Je verrai moi-même ce qu'il en est. Ils ont sans doute évolué, mais moi, ça m'intéresse. Et ça existe depuis combien de temps, ces gens-là? Oh, je dirais une bonne trentaine d'années. Ah bon? Donc c'est une... Ah oui, c'est une institution, alors. Ah, oui, oui. C'est comme l'Union rationaliste en France, enfin, ce qu'on appelle l'Union rationaliste. Oui, c'est le genre. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une crise de... Tu parlais déjà... Est-ce qu'il y a une crise de recrutement en astrologie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours autant de... Est-ce que il y a une évolution des gens qui vont à l'astrologie, qui veulent se consacrer à l'astrologie? Est-ce que c'est les mêmes catégories? C'est toujours les mêmes personnes? C'est d'autres catégories de gens? Socioculturellement? Je pense qu'on en a perdu en quantité, mais pas en qualité. Actuellement, tu es en contact avec des jeunes de valeur. Oui. Pas oui. spécialement au Canada, plutôt aux États-Unis. Bon, on ne sait pas très bien, on les voit, c'est virtuel, c'est-à-dire qu'on les rencontre pas. C'est ça, ils peuvent être en Chine, on ne sait pas. Mais là, il ne peut pas venir dimanche, mais je vais essayer de te faire rencontrer Nick Best. Qui n'est pas jeune, il y a 40 ans, mais... Moi, ce qui m'arrangerait, c'est le soir. Oui. Parce que tous mes rendez-vous dans la journée sont bouclés, Okay. mais le soir, je suis libre. Enfin, je veux dire, quand je dis le soir, je veux dire lundi soir, même à partir de 8h30 ou 8h jusqu'à minuit, lundi ou mardi soir, je suis libre. Donc en soirée, mais il faut que tu puisses me joindre. Ou que je t'appelle. Ton cellulaire. Oui, c'est ça. Oui. Mais j'espère que tu sais t'en servir, enfin que tu as bien compris les numéros que je te donnais. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Donc tu me joins, ou bien tu laisses un message à mon hôtel. Oui. Bon, mais moi je suis disponible le soir. Ok. Enfin, je veux dire, pour le reste de la... voilà, je suis disponible même d'ailleurs, même à la limite dimanche soir. Parce que avec Denise, ça ne va pas durer au-delà de 20h. Oui. Donc moi je suis libre en fin de compte tous les soirs de la semaine. Ok. On va. Mais alors donc il faudrait me faire des nocturnes. Parce que dans la journée, je suis presque... Alors il y a le cas de Madame Hirsig aussi. Je ne sais pas si on pourrait trouver un moment pour la voir. Bon, enfin tant pis. La dernière fois, on avait déjeuné avec elle. Oui. Elle était évidemment plus jeune. Mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un d'emblématique et j'aurais bien voulu trouver un moment. Bon.